La guerre est de retour sur le sol européen et sévit une fois de plus au Proche et au Moyen-Orient, mais elle change de visage. Drones, cyberattaques, guerre électronique, manipulation de l'information, criminalité organisée ou encore quantique, le champ de bataille est étendu. Alors que le choc à horizon 2030 se rapproche, seulement 4 ans, nos armées, mais nos forces de sécurité également se projettent à l'horizon 2040. Une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts surtout à tenir dans la durée? Armées, industriels, décideurs politiques et acteurs de la sécurité se mobilisent et entrent dans une nouvelle ère stratégique. Dans cette émission de Security and Defense Shift, nous avons réuni l'ensemble de ces acteurs qui œuvrent sur le terrain pour faire bouger les lignes et adresser ces sujets qui nous concernent toutes et tous. La coopération internationale sera l'une des clés de réussite face à ces défis et ces enjeux qui sont face à nous. Interpol, 196 polices qui œuvrent pour un monde plus sûr. On fait le point tout de suite sur cette actualité avec notre invité d'honneur. Le président d'Interpol est avec nous. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous. Horizon 2030, 2040, on se projette et vous avez évidemment cette ambition, cette volonté de renforcer les capacités opérationnelles d'Interpol. Mais avant de revenir sur ces capacités, est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur l'état de la menace aujourd'hui au niveau mondial? Déjà, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Et j'écoutais bien ce que vous disiez. Effectivement, la géopolitique est de retour et les policiers, comme les gendarmes, les forces de sécurité intérieure, sont de plus en plus happés par un monde hybride. Et donc, il faut changer de culture, il faut avoir une approche beaucoup plus holistique. Et en fait, on voit la déclinaison stratégique sur le terrain. Le sujet maintenant, c'est comment on passe à l'acte. Et le doing, en fait, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est à Interpol, ce qu'on se dit souvent, hein, c'est comment rassembler 196 pays avec des cultures différentes pour un même objectif. C'est comment, en fait, on transforme une idée en quelque chose de tangible, utile, qui va traiter les causes profondes des problèmes d'insécurité et donc, à la fin, favoriser la sécurité. C'est le temps de l'action. Très sincèrement, c'est le temps de l'action. Les gens, maintenant, veulent voir leur quotidien s'aligner avec leurs ambitions. Et nous nous sommes préparés, en fait. L'état de préparation mentale est bon. Le diagnostic est clair. Maintenant, nous essayons de structurer ça. Et la force d'Interpol, eh bien, vous l'avez dit, c'est de relier des polices, d'utiliser les outils, de le faire savoir, d'être créatif. Donc, nous, on connaît l'état de nos forces, donc on a besoin de recruter. Et puis, on utilise nos propres outils, puisque tous nos outils sont des outils in-house, puisque le sujet de la souveraineté, le sujet de notre propre protection nous oblige, en fait.
Donc, nos outils in-house, on l'a pour de l'intelligence artificielle. Nos outils in-house, on l'a sur notre case management system. Nos outils in-house, on l'a sur nos générations d'outils, d'applications qu'on a créées en fonction des besoins criminels. Voilà, on a 19 bases de données. Elles sont crantées sur les réalités criminelles et terroristes. Alors, une question évidemment qu'on a envie de vous poser dans ce monde géopolitique en décomposition ou recomposition, tout dépend du côté où on se place. Comment vous parvenez à maintenir ce lien entre les 196 polices pour continuer à être efficace sur le terrain? Décomposition, recomposition, moi j'appelle ça, enfin c'est pas moi, c'est Talleyrand, vous voyez, c'est l'ambiguïté stratégique. Alors, on sait faire la complexité, l'ambiguïté c'est un peu plus subtil parce que ça vous oblige en fait à chaque fois à repenser votre quotidien, donc le self-actualization. Interpol est très bon dans les grandes opérations, l'exceptionnel, c'est-à-dire sur une affaire de cybercriminalité par exemple, notre capacité de dire à 100 pays de travailler ensemble à un moment T pour tel type d'infraction. Récemment, on a identifié 22 000 adresses IP et saisi 60 serveurs, on saisit aussi des actifs. Ça, je dirais, le massif, on sait faire. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire un peu du cousu humain. Sur les outils, vous avez rapidement parlé d'intelligence artificielle. Oui. On imagine que ce sont un certain nombre d'outils qui sont très utiles, très importants, notamment compte tenu de la base de données que vous avez, qui est assez colossale. Alors, on a 19 bases de données qui sont des bases de données historiques. Les chiffres sont colossaux. Et puis, ça vit, si vous voulez. C'est pas, on est dans le monde réel, donc c'est 9 milliards de connexions. On a 20 millions d'échanges de messages par an. Donc, tout ça est... Il n'y a pas de compétition. La France, d'ailleurs, est le premier contributeur européen et le deuxième contributeur mondial, ce qui montre aussi l'appétit de la France aussi à s'engager. Si vous voulez recevoir, il faut donner aussi de la data. On a notre messagerie sécurisée, qui est une messagerie qui s'appelle IL247, mais qu'on est en train de transformer. Elle s'appelle Nexus, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, vous semi-automatisez vos messages. Ce qui permet d'ailleurs à vos opérateurs de devenir des analystes. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle. Pour nous, ce n'est pas une question du oui ou non. Hein. Pour nous, on y va. Bien sûr, en limitant les règles, on essaye de rester souverain. Nos cas d'usage sont assez simples. On veut contribuer à une science de l'enquête, si vous voulez. Donc, on veut échanger de la donnée utile qui n'est pas polluée. Et on veut que ça aille vite pour qu'en temps réel, pour traquer nos fugitifs, aujourd'hui, on en a des notices rouges et des diffusions, on en a 125 000 aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, donc, les 125 000 fugitifs qu'on a en permanence, qu'on mappe sur la planète, il faut bien qu'il y ait un fuel pour de point à point, on puisse échanger. Donc, on a ça et on crée nos propres outils. On a un propre ChatGPT Police qui s'appelle Ava et qui nous aide au quotidien à faire du reporting intelligent. Alors, vous l'avez évoqué, cela va très vite. Comment une institution comme la vôtre parvient-elle à suivre ce rythme? En fait, Interpol, elle a la jonction entre une organisation internationale de police et avec une culture du renseignement. Il y a déjà cette culture de comprendre l'autre, ce qui crée, je dirais, les conditions un peu de l'intelligence dans un monde du risque. Voilà. Ensuite, je dirais que le décloisonnement entre le public-privé, il est assez naturel. Parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, ceux qui ont les cas d'usage, les émergences, ce sont les entreprises qui sont en frontline. Donc, on a des partenariats public-privé et on a notre centre de fusion cyber qui est à Singapour, puisque c'est là où nous faisons toute notre recherche et développement et notre formation mondiale. Hein. Notre cible, c'est 25 millions de policiers et c'est très innovant. On a un centre d'innovation. Donc, c'est une méthode assez agile qui est vraiment, je pense, moderne. Et moi, qui génère chez moi pas mal d'optimisme. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Je ne dis pas qu'on est capable d'absorber la masse, mais on voudrait mettre en place, je dirais, une méthodologie qui nous permettrait de choisir, dans les sujets les plus critiques, ceux sur lesquels on peut contribuer intelligemment, sans créer de nouveaux risques, si vous voulez, et en étant complémentaire des États. Question peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi avoir brigué cette présidence d'Interpol? Alors déjà, je suis un policier... avec un petit peu d'expérience. Et ça fait longtemps et vous savez que je dis que l'international, c'est le national. Ce n'est pas une formule à l'emporte-pièce. Pour moi, j'ai la conviction qu'en ayant, je dirais, plus de liens avec l'international, eh bien, on peut mieux anticiper,
On développe une diplomatie de police, on développe de la confiance qui est la base de tout ce qu'on se dit. Je pense aussi qu'en benchmarkant aussi, on peut travailler sur, un peu à la mode prospectiviste sur des scénarios et donc se préparer. Bon. Et lorsque je me suis présenté pour la présidence, la première question c'était qu'est-ce qui se passe si la France n'est pas élue ? Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, à monter une équipe aussi de campagne, hein, puisqu'on a fait une campagne dans 196 pays. Et j'ai imaginé que cette organisation puisse aller dans des directions qui ne correspondaient pas à nos orientations, vous voyez, policières, stratégiques et même notre fond de valeurs. Donc ça m'a donné l'énergie. Et puis, pour moi, c'est une fonction de synthèse, si vous voulez. Interpol, c'est à la fois du capital humain, une manière d'être utile au monde, concrètement. Et puis, comme j'ai une expérience aussi de start-upper, je pense que le fait d'avoir une vue un peu décloisonnée des choses, ça donne un petit peu l'audace d'aller regarder un peu sur les franges des sujets où parfois on a des cônes d'ombre. Et Interpol, c'est un espace assez intéressant en fait où vous rencontrez plein de cultures et où on a des relations franches et directes. Donc cette neutralité en fait, qui est notre ADN dans cette organisation, on la maintient en fait, c'est une forme de respect où en fait, à un niveau technique, on continue à se parler. Quand tout s'effondre ou parfois les relations diplomatiques sont tendues, floues, eh bien on continue à se parler, voire même on se fait un devoir de faire. Il y a une espèce de contre-politesse, je ne sais pas comment vous dire ça, mais là en ce moment, dans le contexte difficile qu'on connaît, je parle à des pays avec lesquels on est en rupture diplomatique. Et ça nous permet, je pense, de faciliter parfois certaines négociations. Voilà. Et en tout cas, de comprendre encore les routes, de ne pas perdre le fil. Voilà. Maintenir le dialogue pour restaurer la confiance, c'est ce que vous avez aussi souligné, c'est absolument... Alors restaurer ou la créer aussi. La créer. Parce que, voilà, moi, aujourd'hui, je veux être dans le tangible. Et les sujets de l'insécurité sont trop sérieux, je pense, pour juste se borner, en fait, à des effets d'annonce. Je crois que dans le monde de la police, comme de la gendarmerie, des douanes, enfin, en tout cas des forces de sécurité intérieure et de la défense, il y a ce don de soi qui est pas un vain mot, qui est cette culture de l'engagement eh bien, qu'on met avec humilité au service. Voilà. Et je crois qu'on a des victoires aussi collectives et c'est stimulant aussi pour les jeunes générations. Je crois que, en fait, ce que je vous dis là, c'est que ça fait des ponts entre des univers. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vis très modestement, parce que je ne suis que le président de cette organisation. Je suis un peu le chef d'orchestre. C'est pas simple, mais il faut cette énergie et je l'ai. Merci beaucoup, Lucas Philippe, d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir dans notre émission. La sécurité et la défense sont évidemment liées. Horizon 2040, quels sont les enjeux, quels sont les défis, quelles sont les actions pour notre défense au niveau international ? Place au débat avec nos invités. Jean-Michel Jacques, Jean-Marc Duquesne et le général Siparis sont avec nous. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur notre émission pour parler défense à horizon 2040, enjeux, défis, puis surtout actions. Jean-Michel Jacques, un mot peut-être sur ce retour à la guerre de haute intensité, nos armées dans leur ensemble, dans l'ensemble des composantes aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes à faire face à ce conflit de haute intensité ? Est-ce qu'elles sont prêtes ? Oui, si demain on a besoin d'elles, elles seront là. Après, on n'en a jamais assez. Et on est dans un monde qui bouge, que ce soit sur le plan géostratégique ou sur le plan technologique. Et je pense entre autres à l'intelligence artificielle, la dronisation qui passe dans tous les milieux, de l'espace jusqu'au monde sous-marin, en passant par le milieu terrestre. Le besoin aussi de munitions qui est beaucoup plus criant qu'avant, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, mais aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc beaucoup de choses nous demandent de revoir, entre autres en France, la loi de programmation militaire, cette fameuse loi qui s'étale sur 6 années,
qui avait prévu 413 milliards de besoins programmés dans différents domaines, de l'espace jusqu'au monde sous-marin, en passant par la très haute altitude, le terrestre, le maritime, le sous-marin. Et à ces 413 milliards d'euros de besoins programmés, on va ajouter encore 36 milliards d'euros, justement pour pallier à ces nouveaux besoins qui apparaissent et cette intensification. En gros, on ne va pas changer notre modèle d'armée qui est complet, qui est bien structuré, mais on va lui donner plus d'épaisseur dans certains domaines. Et là, Général Spary, je me tourne vers vous. Cette dimension de la cyberdéfense aujourd'hui est un élément clé pour se préparer aux défis de demain. Quelle est la posture de la cyberdéfense en Belgique ? La posture de la cyberdéfense, c'est que le cyber est devenu un élément à part entière du conflit, mais en fait pas uniquement du conflit. Il est présent avant, il est présent pendant le conflit et il sera sans doute présent après les conflits. C'est un élément qui est permanent, ça fait partie de l'aspect hybride du conflit. Et donc, en fait, la posture belge pour le cyber, ça a été d'investir et la création de mettre en place une force cyber, et donc une force à part entière à côté de la force terrestre, de la force aérienne ou de la marine. Et ce rôle, c'est un rôle tout nouveau que je viens de prendre, enfin maintenant ça fait presque un an, mais qui est vraiment de construire une force à partir de zéro. Alors quand je dis à partir de zéro, c'est faux, parce qu'il existait déjà des moyens et on les a rassemblés. Et cette posture, elle se matérialise aussi par l'aspect dual use, du fait que le cyber n'est pas présent uniquement dans le domaine militaire, mais finalement il est fortement présent aussi dans le civil. Donc tout ce qui est fait pour protéger des systèmes pour du militaire peut servir pour le civil et inversement. La protection de nos infrastructures est critique pour le militaire. Dans le cadre de certaines missions, il faut permettre à des troupes de transiter à travers le pays, mais si les infrastructures critiques ne sont pas fonctionnelles, à ce moment-là, la mission ne pourra pas être remplie. Et donc la posture belge, c'est vraiment d'intégrer aussi la notion de force cyber, mais aussi les autres existants, c'est-à-dire de tout ce qui est en cybersécurité, mais aussi tout ce qui est contre la cybercriminalité. C'est toujours mieux d'avoir les criminels derrière les barreaux, mais aussi la diplomatie. Et ces 4 piliers font partie de la stratégie cyber en Belgique. Comment vous vous projetez à l'horizon 2040 ? Ça, c'est la question à quelques milliards, et certainement dans le domaine du cyber, quand on voit la vitesse de changement des technologies. Regardez les vitesses à laquelle les versions de l'IA ont changé sur les 4 dernières années, mais donc elle évolue beaucoup plus vite que le matériel. Et donc l'investissement dans un porte-avions ou dans un système d'armes classique métal n'est pas du tout la même dynamique que le cyber. Donc là, il faut qu'on mette en place des solutions qui nous permettent d'être beaucoup plus agiles dans tout ce qui est investissement pour appuyer le cyber. Il va y avoir des moyens supplémentaires en matière de cyberdéfense ? D'une part, c'est d'avoir été au-delà de la capacité de se défendre, mais c'est d'avoir une posture où on exploite aussi les opportunités du cyberespace. Et donc, nous, on l'a intégré directement dans la partie renseignement. L'unité principale, le Cybercommand, fait partie du Service général du renseignement et de la sécurité, qu'on peut comparer à la DGSE et à la DRM. Donc, on est intégré là-dedans. La force va se déployer au-delà dans les autres forces. Mais donc, c'est aller au-delà de simplement une posture défensive et une posture où on ne fait que protéger nos systèmes d'armes. Et donc, on intègre la posture offensive dans la doctrine actuelle. Général Duquesne, on parle avec vous évidemment des industriels de la défense terrestre et aéroterrestre. On l'entend beaucoup, ça fait référence à la loi de programmation militaire qu'évoquait monsieur le député président de commission. On vous demande de produire plus vite, de faire des efforts sur le plan économique aussi. On a vu l'impact de la guerre en Ukraine sur les industries de défense qui doivent se réinventer, aller plus vite, parfois vers du low cost. Quels sont les impacts que vous percevez et comment vous vous adaptez ? Non, je crois que ce qui est important de bien observer, c'est qu'une guerre de haute intensité est déjà une guerre industrielle. Et à partir de là, il faut absolument prendre en compte cet aspect, il nous faut produire donc plus vite, en masse et à moindre coût. Et c'est toute la révolution qui est devant nous actuellement et qui nous impose, je dirais, cette transformation. Une guerre de haute intensité, c'est une guerre où il y a des destructions, où il faut remplacer les matériels et il faut là aussi se rééquiper derrière. Eh bien, il faut, je dirais, une visibilité. Il faut qu'on ne se transforme pas par injonction. On se transforme par des commandes, qu'elles soient celles de l'État français ou que ce soit celles que les industriels vont chercher à l'export, de façon à ce que, je dirais, les séries industrielles soient suffisantes pour nos industriels. Premier point. Deuxième point, très important, c'est ce qui a trait, je dirais,
à cette visibilité que j'évoquais, parce que cette visibilité va nous permettre à la fois d'investir, de recruter et de développer une industrie performante pour répondre aux besoins. Sur cette filière que vous représentez aujourd'hui, quelle est l'intensification des efforts, notamment sur le sujet des drones ? On en a parlé, le sujet de la guerre électronique aussi. Encore une fois, l'Ukraine en est l'illustration. En fait, vous avez deux choses. Les industriels il y a deux tempos qui sont à respecter. Il y a un tempo qui est lié aux grands programmes structurants qui sont complexes et qui nécessitent un investissement sur le long terme. Et puis, vous avez ce tempo beaucoup plus rapide qui est lié, je dirais, à l'innovation technologique qui se traduit, enfin, c'est un peu l'œuf et la poule, aussi par l'innovation tactique sur le terrain. Et l'exemple de l'Ukraine est un excellent exemple. On voit bien que tout au bout de 6 mois, entre 3 et 6 mois, un drone est obsolète. Et donc, on est déjà à la 5e ou 6e génération de drones par rapport au début de la guerre. Et donc, tout ça est absolument déterminant. Et donc, il nous faut absolument arriver à saisir ce tempo, à nous y adapter et à mettre en place les process et les moyens pour le faire. Et d'ailleurs, là aussi, tout à fait intéressant, cette DevTech, donc cette technologie de la défense, va chercher dans la Deep Tech, donc cette civile, toutes les applications militaires possibles qui nous permettent de répondre à ces besoins. On voit au niveau européen aussi un certain nombre de mécanismes avec des montants que nous n'avions jamais vus auparavant. Est-ce que ces moyens vous paraissent alors adaptés certainement? Est-ce qu'ils sont suffisants? Alors, les moyens augmentent et on s'en félicite. C'est une très bonne chose. Après, il faut regarder autour de nous. Et là, c'est là où le tempo est un peu différent. Si l'on prend le cas de l'Allemagne, l'Allemagne, entre 2026 et 2030, va passer de 80 milliards d'euros de budget à 130 milliards d'euros de budget. La Pologne va augmenter son budget de 2,5% de son PIB à 4% de son PIB. La France, dont on connaît les difficultés budgétaires, va passer son budget de 2% à 2,28%. Donc on voit bien qu'autour de nous, le tempo s'accélère plus qu'il ne s'accélère chez nous. Deuxième indicateur important à avoir en tête, c'est que si on prend le classement de l'effort de défense au niveau européen, nous sommes en 26e position sur 27. D'où l'importance d'investir sur les bons axes dans ce domaine. Général Siparis, est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens suffisants en matière de cyber pour adresser ce conflit de haute intensité, se projeter à horizon 2040? Ou est-ce que là, encore une fois, il faut accélérer, il faut plus de moyens? Je pense que c'est plus au niveau de la façon d'acquérir qu'au niveau des moyens. Parce qu'au niveau des moyens, on est passé en Belgique à 2% du PIB, venant de 1 et quelque chose. Donc on a déjà une bonne augmentation des moyens, mais tout ne va pas dans le cyber. Tout va beaucoup dans du matériel dur, lourd et des munitions. Mais donc dans le cyber, ça se marque vraiment avec aussi une loi de programmation militaire, puisqu'on a le même système en Belgique, qui a été prévu avec 139 milliards d'euros pour la Belgique, toute promotion gardée. Mais là-dedans, il y a un volet cyber, renseignement et ICT, donc informatique, qui est inclus, avec un sérieux volet au point de vue innovation. Et ça, c'est la solution probablement aussi pour évoluer, c'est l'aspect innovation et c'est de l'encourager par la défense. 3% du budget de défense est réservé à l'innovation, 1/3 de ces 3% est réservé au cyber et à l'espace. Ce qui donne énormément de possibilités dans les prochaines années, à mon niveau, pour pouvoir investir dans des domaines où on veut innover et se préparer à des nouvelles technologies et envisager alors des programmes d'achat sur du plus long terme. Avec des coopérations aussi entre les forces opérationnelles et les entreprises, les industriels. De mon point de vue, dans le cyber, c'est la seule solution, c'est une coopération. Parce que si on veut gagner de l'agilité dans, par exemple, les marchés publics et la façon d'acquérir, c'est aller sur des marchés qui sont sans doute plus longs, mais dont le terme n'est pas forcément, en matériel, n'est pas forcément défini, mais qui peuvent évoluer en cours de route. D'avoir des contrats cadres, d'avoir des partenariats publics-privés, puisque le cyber est aussi bien utilisable dans le domaine civil que dans le domaine militaire, et donc d'avoir des solutions qui vont permettre à ce moment-là d'être beaucoup plus agile et de pouvoir réajuster au fur et à mesure et en fonction des innovations qui seront découvertes en cours de route. Jean-Michel Jacques, cette BITD, cette base industrielle technologique de défense, elle doit être compétitive, elle doit être agile, elle doit être robuste. C'est ce que l'on comprend à travers ce qui a été présenté. Comment est-ce qu'on arrive à renforcer cette force de frappe, si je puis dire, industrielle? On a déjà en France
un outil qui est important, qui est la DGA, la Direction Générale de l'Armement. C'est un outil puissant qui peut accompagner les PME. Mais elle doit s'appuyer aussi, et ça c'est indispensable, sur les territoires. Parce que les territoires, c'est là que les entreprises naissent, c'est là qu'elles s'agrandissent. Et dans les territoires, il faut s'appuyer sur les pôles de compétitivité, les clusters, les regroupements aussi d'industriels comme le GICAN, le GICAT, le GIFAS, qui permettent d'optimiser en fait l'action sur notre BITD, sur nos petites entreprises. Et c'est indispensable parce qu'elles sont face à des systèmes, des mécanismes qui sont complexes. Il faut aussi les accompagner sur le plan financier. Et là, on a fait un effort important de dialogue avec les différentes banques, les différents groupes bancaires. On a vu en quelques années un changement de mentalité pour accompagner quand même nos entreprises qui ont besoin de trésorerie, donner de la visibilité aussi à nos entreprises, parce que c'est la visibilité des commandes industrielles, et entre autres de défense, qui fait que les entreprises investissent aussi. Donc c'est d'où cette nécessité d'éclairer un petit peu le débat. Alors bien entendu, l'idéal c'est d'avoir une commande dans la poche, mais je pense que quand on est un véritable chef d'entreprise, on n'attend pas seulement les commandes, on sent aussi le terrain, on sent là où il y a des besoins, et c'est le premier qui y va, celui qui sera le plus agressif, qui aura le marché. Et là, il faut faire attention, parce que il ne faut pas dormir sur nos lauriers, parce que beaucoup de monde, et on voit beaucoup de nouvelles nations qui se lancent dans le milieu de l'industrie de défense et qui prennent des parts de marché. Donc, ayons de la visibilité, mais soyons aussi audacieux quand on sent les choses. Il faut y aller. Parce que c'est un milieu évidemment extrêmement concurrentiel et c'est ce que vous venez de rappeler sur la proximité. Il y a l'enjeu de réindustrialisation aussi qui est un accompagnement fort sur le terrain pour les industriels et puis sur le financement. La Banque européenne d'investissement aussi qui a fait un certain nombre de progrès qui est allé sur ces sujets de défense et de sécurité. Important à rappeler. On se tourne évidemment vers la prochaine puisque nous avons eu une échéance 2027, élection présidentielle en France et donc une nouvelle loi de programmation militaire. On parle de 100 milliards. Est-ce que c'est ce qu'il faut viser ? Qu'est-ce que l'on veut pour notre pays ? On veut une dissuasion nucléaire qui soit robuste, qui soit efficace et qui soit crédible. Ça, déjà, ça fait un pack d'argent. On veut une nation qui soit capable d'avoir son propre renseignement, ses moyens d'analyse. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir l'espace, il faut tenir le monde immatériel, etc. Et on peut décliner cela vers tout, le maritime. On est la deuxième nation la plus grande en surface maritime au monde. Donc, ça nous demande des frégates, ça nous demande des moyens de déminage, etc. Et donc, une fois qu'on a convenu de ce que l'on veut pour notre pays, à partir de là, on décline. En fait, là, je vous parle du format d'armée que l'on veut. Donc, pour répondre à votre question, cette loi de programmation militaire qui vient, après qui enjambera celle qui est en cours, qui est celle qu'on vit en ce moment, c'est une loi de programmation militaire de transformation. Et la prochaine loi de programmation devra vraiment élargir l'assiette, et donc sans format, mais tout en gardant en tête l'ambition qu'on a pour notre pays. Et l'ambition de la France, c'est d'avoir une dissuasion crédible, c'est d'être libre dans ses capacités d'observation, d'analyse, de choix, et de pouvoir se projeter là où elle veut, et aussi d'être une nation cadre, se proposer ses services aux pays qui, parce qu'ils sont plus petits ou parce qu'ils ont une autre histoire, n'ont pas forcément tous ces moyens pour faire coalition dans un intérêt commun. Et c'est quelque chose, par exemple, que l'on fait très bien avec nos amis belges dans différents domaines. Général Duquesne, dans ce nouveau format, dans cette loi de programmation militaire qui doit amener un format d'armée, quelle place pour le terrestre et l'aéroterrestre ? Importante. Bien Centrale. Centrale. Merci. Non, je crois qu'il est très important de voir que le terrestre, on voit bien qu'actuellement, on regarde ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine n'est pas la seule forme de conflit, mais on voit bien le rôle central de la dimension terrestre dans le conflit. Car la victoire ou la défense se fait sur le terrain, c'est l'occupation du terrain qui permettra de donner l'indication quant à la victoire ou à la défaite de l'un ou de l'autre. Non, ce qui est important, c'est la protection du territoire que le terrestre permet. Et on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux. On voit que le terrestre va permettre d'épauler la dissuasion nucléaire, de façon à
la repousser au maximum. Elle va rassurer nos alliés, car tous nos partenariats stratégiques en Europe, eh bien, il faut que la France puisse tenir sa place et son rang dans ses engagements vis-à-vis de nos alliés en Europe dans le conventionnel. On voit aussi que c'est une force importante pour nos territoires, parce que c'est la vitalité économique du territoire aussi qui appartient. Mais pas que ça. Aussi la dimension de force morale, car tous nos régiments, nos bases sont là aussi pour animer, contribuer à cet esprit de défense qui est important à notre époque. Donc tout cela concourt, je dirais, à l'importance du terrestre, à cette réalisation, et nous permet justement d'aborder ce nouveau format, comme monsieur le député vient de l'évoquer, qui sera vraiment un des enjeux de cette prochaine loi de programmation militaire. Général Siparis, comment est-ce que vous travaillez à l'amplification de cette coopération internationale dans le cyber, où il n'y a pas de frontières? C'est évidemment essentiel. La coopération, elle se fait par des partenariats. Elle se fait par des partenariats qui se font au niveau bilatéral, de pays à pays. Très bonne relation avec la France, pas que dans le domaine cyber. On l'a cité pour le domaine terrestre avec le programme CAMO, qui est lié au programme Scorpion, mais également construction de nouveaux chasseurs de mines, de navires pour le déminage. Mais donc dans le cyber, ça se marque au niveau, j'ai envie de dire plus pour le moment européen, des contacts. Il y en a des partenariats avec la France et puis des contacts européens. Les commandants cyber se voient tous les 6 mois. Initiative aussi prise par la France lors de la présidence de l'Union européenne. Et on est un groupe de commandeurs cyber qui se voient régulièrement et qui se contactent même en dehors de ces réunions. Et donc il y a des échanges, il y a des contacts. Ce matin, j'étais en échange avec le collègue polonais parce que j'avais quelque chose, une information qui pourrait l'intéresser. On ne parle pas à mon niveau d'information technique, mais c'est le premier échelon. Quand nous, on le fait entre nous, nos gens le font aussi au niveau technique parce que le système est fluide. On doit encore gagner en maturité, je pense, dans chaque pays. Et maturité, ce n'est pas dans le sens qu'on n'est pas capable de faire des choses, mais c'est qu'on doit augmenter nos forces. Vous parliez de la quantité d'investissement. Là, on doit gagner énormément d'épaisseur en cyber parce que c'est une matière qui est très récente. Et donc, chaque pays a commencé à créer avec 5, 10 ans d'expérience maintenant. Mais là, il faut continuer à consolider, à former nos gens, à harmoniser nos façons de travailler et donc probablement travailler dans l'interopérabilité. Ça se fait par des échanges lors d'exercices. On se voit avec la France à Cyberflag, qui est un exercice de certification organisé par les Américains. Les Pays-Bas proposent aussi. Donc il y a plusieurs possibilités où on peut mettre des équipes ensemble, en commun, ou mettre des équipes qui s'affrontent, ce n'est pas le bon terme, mais se challenge l'une l'autre. Et puis, il y a des initiatives européennes, je nomme souvent les Cyber Rapid Response Team, auxquels on est impliqué, qui ont permis de déployer à différents endroits, succès en Moldavie, mais aussi avec d'autres initiatives en appui de mission de l'Union européenne, où là, en fait, on met ensemble des combattants cyber qui vont faire une intervention sur place pour appuyer un pays qui a besoin de technologie ou de soutien technique. Merci beaucoup, Général Jean-Michel Jacques. Une dernière question. On l'a rappelé, je crois que l'actualité le démontre, les enjeux de défense ne sont plus uniquement les sujets qui concernent les armées ou les industriels, mais nous toutes et tous, en tant que citoyens. Il y a cette notion d'armée-nation. Comment est-ce qu'on arrive à renforcer ce lien qui est évidemment crucial compte tenu du futur qui nous attend ? Et oui, un enjeu crucial et il faut être conscient qu'on est nombreux. L'Europe, c'est 400 millions d'habitants. La Russie, 150 millions. C'est pour vous dire que si on arrivait à se mobiliser, on n'a pas de raison de craindre la Russie. Et pour ça, il faut mobiliser, vous avez raison, il faut qu'on mobilise nos différentes nations. Alors ça se fait de façon différente dans l'espace européen. En France, on a fait le choix de partir sur le service national volontaire, donc qui va commencer dès cet été, avec 3000 premiers jeunes qui vont venir remplir les rangs de nos armées pendant 10 mois, où ils seront formés, où ils vont participer à la vie de nos armées. Et on va monter en puissance, c'est jusqu'à 50 000 en 2035, donc ça sera significatif. Et par ailleurs, on a l'engagement dans la réserve que l'on pousse. On est parti de 40 000 réservistes et on a l'intention de partir à 80 000 réservistes d'ici 2030. Donc voilà le nouveau format d'engagement pour faire de la masse aussi, pour avoir des armées plus importantes en Europe face aux différentes menaces qui sont autour de nous. Et fédérer les Français autour d'un esprit de défense. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été à nos côtés. On poursuit tout de suite notre séquence avec l'Ukraine. Nous en avons parlé. Que se passe-t-il actuellement sur ce théâtre de guerre? Qu'en est-il des drones et de la guerre électronique? On fait le point tout de suite avec notre invité Thomas Whitington.
Thomas, merci d'être notre invité. Merci beaucoup. On va parler évidemment de l'Ukraine, de ce qui se passe actuellement. On va parler de guerre électronique et de drones. Et on va switcher en anglais. Just to start, the first question is to understand more what is going on actually in Ukraine, and specifically in UAV, drone, and also about the electronic warfare. Well, it's a very good question, because one of the things that you're seeing in Ukraine is that as things stand at present, the counter-drone war, so the war between the drones and the defensive measures, which can include drones themselves, is dominating, I would say, about 80% of the battle in the electromagnetic spectrum at the moment. So what that means in principle is that the efforts to detect drones by their radio signal, you have a radio signal that connects the drone to the pilot, for example, and then to attack the drone by breaking that link between the pilot and the aircraft, so jamming that radio link, is really dominating the battle in the electromagnetic spectrum. Now, that doesn't mean that the other, perhaps more conventional electronic warfare missions have gone away, so jamming the enemy's radar, jamming their use of radio, jamming their use of satellite-based navigation has gone away. But what we're seeing really is that the majority of the effort on both sides is really being dedicated and devoted towards the drone battle. So we know already that the cyber warfare and the electronic warfare are really connected. How is this cyber warfare being used in conjunction with the electronic warfare? Well, it's a very interesting question. Really, the effort of electronic warfare was jamming, basically. So that means interfering with your enemy's use of a radio or radar, just with interference, the kind of thing, for those of us old enough to remember, like me, for instance, when your television used to get interference, it would go fuzzy if there was some problem with the signal. That's effectively what you're creating in electronic warfare. But now you have the means to also inject malicious code into perhaps a radar, a radio, or a UAV, a drone in this case. We're all familiar, for instance, in our daily lives with how much we depend on digital technology, our smartphones, for example. So the ability to be able to use an electronic attack, to be able to then influence how that system works through the use of malicious code, in the same way that a computer would suffer an attack from malware or a virus, is becoming an important consideration on the battlefield. And it's not the stuff of science fiction, it's happening right now. The Russians were using this, for instance, after the first invasion of Ukraine in 2014. And the importance, I think, of electronic warfare delivered cyber effects, if you like, will only grow in the future. So about the next scenarios, what do you think that the main possible ones? I think there's a number of things coming through that have been influenced by Ukraine, and more recently what we've been seeing in the Middle East, particularly with the conflict in Iran. I think we can confidently expect to see the more use of cyber warfare at the tactical level on the battlefield. We're very used to it being used, for example, for cyber attacks against banks, against government institutions, things that we use in our daily life. We're used to increasingly, particularly in the north of Europe, GPS jamming, for instance. So we're denied the use of satellite navigation. But I think we'll see the volume of that increasing in future conflicts. The drone threat is clearly not going away. We've seen that in Iran recently. We've seen that drones represent a very attractive asymmetric means of being able to at least challenge the military superiority of an adversary. And that is something that I think is going to continue. And what all of those things boil down to is that the electromagnetic spectrum is becoming not only an increasingly more important battleground, but an increasingly congested one. Because one point I would mention with Ukraine is that the electronic war is not happening in a vacuum. It's happening in an environment where people still use the spectrum. I've been in Kyiv and I've been walking around when GPS jamming has been happening to try and decoy Russian drones. So it's something that affects us all, and I just think that momentum will increase. One word about innovation. You are underlining a lot jamming, but what about resilience or AI, for example? Well, AI is having quite a significant impact on electronic warfare now. Just to give you an example, the signals environment is incredibly crowded. We have civilian broadcasting,
cell phone use. We all use cell phones. Some of us have more than one cell phone. So we get an idea of how crowded everything's becoming. We've got things like 5G and now 6G that are coming on stream. So you have this, if you like, this huge sort of cacophony of electromagnetic noise. And within that, on the battlefield, you have your radars, you have your drones, you have your radios, which are working very hard. They're doing their level best to be hidden in this mess, if you like. And so one of the things that AI is showing its worth in being able to do is to recognize the signal's environment and to recognize telltale differences that might betray that a signal that you're interested in is present. And they can do this at an infinitesimally shorter time compared to what a human operator can do. So the human operator is not going away. They will always be front and center of electronic warfare. But AI is assisting the means to, first of all, detect the signal of interest that is trying to remain as hidden as possible, and then also to recognize what that signal is. It's one thing finding a signal of interest, but then determining what that signal is through electronic fingerprinting, that kind of thing. So AI is making its presence felt on that score. The other thing that is happening is the means of being able to jam a signal is also changing, because there is a capability, for instance, for AI-enabled software to be able to compose a jamming waveform. So that's the actual signal that does the damage to the radar or the radio, whatever you're targeting. And again, this is something that it can do very rapidly. So a key contribution to electronic warfare in the electromagnetic battle is the ability to increase the pace of that battle. And that's becoming something very significant. And what are maybe one other more lessons learned for Western countries and NATO, especially about the use of electronic warfare in this conflict? I think there's a number of important things. The predominant lesson I would say for NATO is the next war that NATO fights, it has to go into that conflict assuming that it will not own the electromagnetic spectrum. So the alliance will not have electromagnetic superiority and supremacy. And what I mean by that, we had that in Afghanistan. We had that in Iraq. We could use the spectrum, by and large, how we wanted to, for whatever purposes it was. We cannot assume that in future conflicts. There's a thing I like to say to people that is that we'll have to fight for every hertz. So for every part of the spectrum we will want to use, we have to fight for it, and then we have to fight to retain it. And that sort of tactical process is part of the wider operational and strategic goal, which is you have to, first of all, establish electromagnetic superiority. So that means your adversary is only able to sporadically interfere with your use of that spectrum over a specific area or a specific time frame. And supremacy is the condition where the adversary cannot actually influence your use of the spectrum at all. But you have to almost go from that zero ownership to total ownership. That's your sort of goal, and that's something NATO and NATO nations will have to have front and center of their minds in future conflicts. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Thomas. Autre sujet à présent, la maîtrise des infrastructures, des réseaux, les enjeux de résilience, que l'on soit évidemment en temps de conflit ou en temps de gestion de crise. On en parle avec notre prochain invité, Pascal Saubion est avec nous. Pascal Saubion, bonjour et merci d'être notre invité. On revient avec vous sur ce sujet majeur des infrastructures, de la maîtrise des réseaux. Orange, évidemment, possède et maîtrise ses propres infrastructures. C'est un axe vraiment majeur aujourd'hui. Effectivement, Mélanie, les événements récents ont montré l'importance de disposer de réseaux de communication robustes, résilients et maîtrisés. Et chez Orange, c'est un choix qu'on a fait depuis toujours et qu'on poursuit, c'est d'investir dans nos infrastructures et de les maîtriser. Et quand on parle d'infrastructures pour Orange, on parle bien entendu de fibre optique, avec notamment un backbone international qu'on est l'un des rares opérateurs à avoir aujourd'hui. On parle de réseaux mobiles 4G et 5G avec leur point haut. On parle de câbles sous-marins qu'on installe et qu'on opère pour le compte de consortium. On parle aussi de data center et on parle enfin d'un téléport satellite qui nous permet de maîtriser le segment sol des communications satellites. Donc autant d'assets, autant d'atouts sur lesquels aujourd'hui on s'appuie pour créer des solutions de communication
résiliente, robuste, maîtrisée qu'on propose à tous nos clients et en particulier à nos clients du monde de la défense et de la sécurité. Et justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu évidemment de l'actualité internationale, adresser cette dimension de la défense et de la sécurité, c'est absolument clé et cette infrastructure est un atout majeur? En fait, on voit aujourd'hui qu'il est indispensable de maîtriser les communications dans les situations de crise, que ce soit des conflits ou que ce soit des crises climatiques, énergétiques et autres. Et donc, celui qui maîtrise les infrastructures, c'est par définition l'opérateur de communication, d'où le positionnement d'Orange et d'où l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans ce secteur de la défense et de la sécurité, avec l'idée de lancer des offres spécifiques s'appuyant sur nos infrastructures et qui permettent de répondre aux besoins de ces clients particuliers. Le sujet des drones est évidemment clé dans ce conflit de haute intensité qui revient. C'est également un sujet sur lequel vous innovez. Vous venez de lancer Orange Drone Guardian. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Orange Drone Guardian, c'est une offre de détection de drones as a service qu'on a lancée le 17 mars à l'occasion de l'Orange Business Summit. Et c'est une offre qui s'appuie sur nos infrastructures. Donc tout d'abord sur les points hauts du réseau mobile Orange, sur lequel on installe les capteurs qui permettent de détecter les drones. Ensuite sur notre cloud souverain situé à Grenoble, qui est qualifié Secnum Cloud par l'ANSSI, et sur lequel tourne le logiciel de commandant de contrôle qui récupère toutes ces données et les met à disposition de nos clients. Bien sûr sur nos réseaux fixes et mobiles qui sont résilients et cybersécurisés par essence, et le tout supervisé par notre entité d'exploitation dédiée aux clients sensibles, qu'on appelle le cockpit sécurisé, qui est situé à côté de Rennes. En termes d'innovation, il y a un autre sujet qui nous occupe aujourd'hui, et ce sont les brouillages. Thomas Whitington était avec nous il y a quelques minutes, il en a également parlé. Cette hybridation des réseaux aujourd'hui pour faire face au brouillage est essentielle. Comment est-ce que vous adressez ce sujet? Alors, l'hybridation des réseaux, c'est vraiment quelque chose qui est né du retour d'expérience de la guerre en Ukraine, parce qu'on en parlait peu auparavant, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, il y a un véritable intérêt pour le monde de la défense de marier les moyens militaires traditionnels à des moyens de communication civile. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ça permet d'avoir plus de débit et des débits qui sont moins coûteux que les solutions spécifiques militaires. Or, dans un univers où le flux de données qui est échangé est de plus en plus important, ce problème de débit est essentiel. La deuxième raison, c'est que ces réseaux, ils sont pratiquement immédiatement disponibles, beaucoup plus simples à déployer, beaucoup plus simples à utiliser que des réseaux spécifiques militaires. Donc c'est une forme d'agilité supplémentaire qui est apportée. Troisième raison, c'est que ça apporte effectivement une forme de résistance et de résilience. Plus on multiplie les moyens de communication, plus on est potentiellement résilient, et plus on se fond dans des réseaux grand public, plus on est difficile à détecter dans certains cas. Donc voilà autant d'atouts qui font qu'aujourd'hui, cette problématique d'hybridité, elle est au cœur des réflexions avec le ministère des Armées et en particulier avec l'armée de terre. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre dès lors que tous les réseaux sont tombés lors d'une crise? Les réseaux des opérateurs sont par essence et par construction résilients. Mais on s'est aperçu qu'avec notamment la multiplication des crises climatiques et des crises climatiques de très forte intensité, cela ne suffisait plus et qu'il fallait développer des moyens spécifiques. Donc on a développé des solutions de communication qui permettent, lorsqu'il n'y a plus rien, de pouvoir continuer à communiquer en autonomie et notamment en autonomie énergétique. Parce que très souvent, la première chose qui fait défaillance en cas de crise climatique, c'est l'énergie. Donc ces solutions, ça se présente sous forme de valises de communication qui sont autonomes en énergie, qui permettent de recréer en local un réseau Wi-Fi pour gérer la crise, mais aussi pour offrir, pourquoi pas, du Wi-Fi à des habitants qui se retrouvent isolés, et puis qui permettent de communiquer à longue distance, soit par des réseaux mobiles s'ils sont toujours disponibles, soit par des réseaux satellites. Et ces solutions, on les a expérimentées de manière sur le terrain, véritablement, dans 2 crises récentes, après le cyclone de Mayotte, où ce sont des solutions qui ont permis de poursuivre les communications en attendant le rétablissement des réseaux nominaux. Elles ont par exemple servi pour un hôpital de campagne. Et puis on les avait aussi utilisées en Espagne à l'occasion des crues et des coulées de boue dans la région de Valence pour apporter des moyens de communication dans des villages isolés. Dans les exemples que vous citez, que ce soit évidemment en matière de sécurité, de gestion de crise ou les références à l'actualité internationale, on voit que ce maillage au niveau mondial est absolument clé. Il y a aussi un enjeu de souveraineté demandé, voulu par les États. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre les deux ? Alors, dès le départ, lorsqu'on a commencé à travailler sur ces sujets de défense et sécurité, on a voulu chez Orange avoir un prisme au moins européen. Donc déjà parce qu'on souhaite adresser au-delà
des acteurs français, on souhaite adresser l'OTAN et l'Europe de la défense, qui représentent des enjeux importants. Mais on souhaite aussi travailler avec nos collègues des autres pays Orange, les pays où Orange est implanté comme opérateur, c'est-à-dire en Europe, principalement la Pologne, la Roumanie, la Belgique ou encore l'Espagne. Et l'idée, c'est de construire des solutions qui soient réplicables dans ces pays, mais qui peuvent s'adapter au contexte local en termes de choix de partenaires, en termes de respect de certaines réglementations, pour effectivement respecter les enjeux de souveraineté qui peuvent exister dans chaque pays. Merci beaucoup, Pascal Saubion, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Qu'en est-il du champ quantique ? Je vous propose qu'on fasse le point tout de suite avec nos deux invités, Arnaud Dufournet et l'ingénieur en chef de l'armement, Long Ming. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. On revient avec vous sur ce fameux sujet du quantique. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit et plus particulièrement pour les armées et le monde de la défense. Ming Long, on fait un point avec vous peut-être déjà pour comprendre un peu la stratégie du ministère des Armées dans le domaine. Donc si on en revient au point de départ, donc le point de départ c'est vraiment le lancement d'une stratégie nationale quantique par le président de la République en janvier 2021. Donc cette stratégie nationale, elle avait pour vocation à accélérer le développement des technologies quantiques pour doter la France de technologies de pointe, et elle va s'orienter autour de 5 piliers principaux. Donc ça va être le calcul, les communications quantiques, les capteurs quantiques, les technologies habilitantes. Donc en fait ça va être les technologies qui vont nous permettre de développer les technologies des 3 piliers d'avant. Donc ça va être par exemple la cryogénie, ça va être les lasers. Et le dernier pilier, ça va être la cryptographie post-quantique. Donc c'est pas à proprement parler une technologie quantique, c'est plutôt une réponse à la menace que représente l'ordinateur quantique sur les techniques de cryptographie actuelles. Concrètement, ça veut dire que la Direction générale de l'armement, elle va mettre en œuvre le levier de la commande publique et piloter le programme qu'on appelle Proxima sur les calculateurs quantiques. Et enfin, le dernier point sur lequel on va intervenir, c'est qu'on va essayer de bâtir, donc là ça c'est un enjeu du ministère des Armées, c'est de bâtir et de consolider un écosystème civilo-militaire de pointe qui va rassembler chercheurs, industriels de la défense, académiques, pour développer ces technologies de quantique. Pourquoi est-ce que le quantique est aussi important pour les armées ? Qu'est-ce que ça vient changer aujourd'hui ? En quoi ça vient bouleverser en fait, ou étendre le champ de bataille ? En fait, ça va influencer vraiment la physionomie du champ de bataille et finalement notre manière de faire la guerre en essayant par exemple de voir plus loin ou voir des endroits qui avant nous étaient inaccessibles, d'arriver à naviguer par exemple dans des endroits où on n'a pas le GPS, ou de décupler, pour ce qui est du calcul, de décupler nos capacités de calcul pour résoudre des problèmes qu'aujourd'hui on a un peu du mal à résoudre et qui ont un vrai enjeu opérationnel pour soit en direct, soit pour développer des systèmes d'armes qui sont plus performants au service de nos armées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'adoption de la cryptographie post-quantique ? Alors, l'année 2026 est chargée en actualité. Déjà, si on regarde du côté de la menace, le QD semble se rapprocher inexorablement. On a vu encore des annonces spectaculaires il y a quelques jours de la part de Google qui nous l'annonce pour 2029. Derrière toutes ces annonces parfois très spectaculaires, qu'il faut parfois relativiser, il faut voir une volonté vraiment farouche d'aller au bout de la mise au point de cet ordinateur. Donc la menace vraiment se précise. Si on regarde du côté des agences, les agences de sécurité, elles ont pris en compte ce sujet-là. Très clairement, elles ont toutes publié différents calendriers pour organiser la migration. Et il y a une date qui émerge, c'est 2030. C'est la date à laquelle, globalement, tous les systèmes critiques doivent avoir migré. Si on regarde la feuille de route de la sécurité numérique de l'État qui vient de sortir, eh bien 2030, c'est la date à laquelle les systèmes qui traitent de l'information à diffusion restreinte doivent être protégés. Cette menace à laquelle il faut se préparer, elle ne dépend pas de l'arrivée de l'ordinateur quantique, mais bien de ce qui pourrait advenir, et notamment de ce temps de migration qui va être important. C'est ce que vous évoquez à l'instant. 4 années, finalement, c'est très, très peu. Est-ce qu'on a un écosystème mature ? Est-ce que vous avez annoncé 2026, on est à un tournant, il y a beaucoup d'annonces. Où en est l'écosystème ? Est-ce qu'ils ont pris cette dimension en compte ? Alors peut-être il y a un élément aussi qu'il faut qu'on détaille, c'est les éléments de la réponse. Cette protection, ce sont cette nouvelle cryptographie post-quantique qui aujourd'hui est disponible. Il y a des standards qui existent, qui ont été publiés par le NIST. Il y a trois algorithmes aujourd'hui publiés, 2 qui sont en préparation. Donc il y a déjà une réponse.
Une réponse qui est intégrée par des industriels, puisqu'il y a là aussi une offre qui arrive sur le marché, que ce soit des VPN, des passerelles, des cartes à puce ou des HSM, qui sont souverains et même interopérables. Donc l'offre arrive et c'est le moment de passer à l'action. Néanmoins, effectivement, il faut se préparer maintenant parce que ce genre de projets sont relativement longs. On a des antécédents. On sait par exemple que lorsqu'il a fallu quitter l'algorithme SHA-1 pour le SHA-2, ça a pris à peu près 10 à 15 ans. Donc on sait que c'est des temps longs. Pourquoi c'est long ? Parce que la cryptographie, elle est partout en réalité. Elle se cache dans énormément de chaînes de confiance. Donc ça passe par des inventaires, par des tests, de la priorisation aussi des informations qu'il faut en priorité protéger. Et puis il va falloir tester, hybrider. Tout ça prend énormément de temps et c'est maintenant qu'il faut démarrer. Ce qu'on appelle finalement ce Harvest Now, Decrypt Later, c'est valable évidemment pour les armées qui ont des données, des informations très critiques et qui pourraient être évidemment décryptées plus tard. Ça vaut aussi pour des entreprises qui peuvent avoir des données sensibles. Comment on l'adresse ce sujet-là ? Oui, alors peut-être pour bien donner un exemple de cette menace, il y a un exemple tout bête, c'est on vient de lancer la conception de notre nouveau porte-avions, le France Libre. Nul doute que les données concernant ce projet doivent être protégées. Toutes ces informations qui circulent dessus doivent être protégées maintenant, puisque lorsqu'il sera mis en circulation, je crois que c'est aux alentours de 2038, on peut raisonnablement penser qu'un ordinateur quantique sera opérationnel et capable de déchiffrer des informations qui auraient été récoltées en 2026. Donc on voit bien là la priorité d'agir maintenant. Ça vaut pour la défense, mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs d'activité qui gèrent des données à durée de vie très longue, c'est-à-dire supérieure à 10 ans. Vous avez parlé d'hybridation. De quoi on parle ? Alors l'hybridation, c'est avant tout une stratégie de migration. Elle n'est pas spécialement obligatoire, mais elle est fortement recommandée par les agences parce que c'est tout simplement la stratégie la plus simple pour à la fois garantir la sécurité et aussi la compatibilité. Ça consiste simplement à ajouter à la cryptographie actuelle une couche de cryptographie post-quantique. Et ça permet d'assurer une compatibilité et en même temps, puisqu'il n'y a pas encore une grosse maturité sur ces nouveaux algorithmes, eh bien on reste protégé avec les algorithmes du moment. Donc un équilibre à trouver. Crypto-agilité, alors ça veut dire quoi par rapport à l'hybridation, qu'on comprenne bien ? Alors autant l'un est une stratégie de migration, l'autre c'est une capacité fonctionnelle dont on va avoir besoin pour pouvoir jongler entre ces différents algorithmes, parce que pour des questions de maturité, là encore, on sera peut-être amené à devoir changer rapidement. Et donc cette flexibilité, elle sera apportée par la crypto-agilité, qui permet de changer rapidement l'algorithme sans avoir à revoir toute l'infrastructure IT ou bien de faire des mises à jour logicielles lourdes. Donc c'est cette flexibilité qui va être nécessaire réellement pour assurer le maintien en conditions de sécurité des systèmes. Proxima, vous en avez parlé très rapidement. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? On en est où aujourd'hui de ce projet ? Est-ce que les prochaines étapes sont déjà connues ? C'est un programme qu'on a lancé en 2024 qui place sur la ligne de départ 5 startups, donc Alice et Bob, C12, Pascal, Candela et Cobly, qui développent 5 technologies différentes pour l'ordinateur quantique. Donc c'est un programme qui vise à développer et identifier progressivement les technologies qui vont être les plus prometteuses et les plus performantes vers un calculateur quantique universel tolérant aux erreurs et souverain. Et le premier objectif majeur de ce programme, ça va être 2 prototypes de calculateurs quantiques de 128 qubits logiques d'ici 2032. Donc c'est aussi un programme pionnier à l'échelle mondiale. Donc on a été les premiers à mettre en place un programme de cette envergure sur ce sujet-là. Au-delà de l'aspect technologique, c'est aussi une occasion pour nous, l'État, d'accompagner la structuration, la consolidation de ces entreprises, qui est en fait une condition indispensable pour faire de ces pépites françaises les futurs champions à l'échelle mondiale du calcul quantique. Un projet très ambitieux qui n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi d'autres projets portés là par l'AID, l'Agence d'innovation de défense. Alors ils sont nombreux, Vulcain, Quantum Mag, Adéquade, Valerian 2, Ultracat. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut revenir sur un d'entre eux qui est particulièrement significatif ? Pour les projets de capteurs, donc on va pouvoir parler par exemple du projet Valerian 2, qui est un projet qu'on appelle un technologique de défense, dont le titulaire est Thales et qui vise à développer des nouveaux capteurs pour augmenter notre capacité à traiter des signaux de type radiofréquence ultra large bande, pour augmenter par exemple notre capacité de détection. Il y a d'autres projets, comme par exemple, vous avez mentionné le projet Adéquade, qui est un projet du Fonds européen de défense, qui bénéficie pour la France, encore une fois, à Thales, mais aussi à de nombreux laboratoires académiques et qui vise à développer toute une multitude de capteurs
et aussi d'adresser les questions de miniaturisation pour les rendre embarquables ensuite. Donc ce projet adéquat, par exemple, il va concerner des capteurs de type centrale inertielle qui nous permettent de naviguer dans des endroits où on n'a pas le GPS. Et enfin, le dernier projet côté capteur dont on peut parler, c'est le projet qui s'appelle Quantum Mag, qui est porté cette fois par une petite start-up bretonne qui s'appelle Quantech, et qui vise à développer un magnétomètre pour augmenter nos capacités à naviguer de manière autonome. Merci beaucoup pour ce panorama complet et très ambitieux où on voit aussi toute la coopération entre les différents acteurs qui est à l'œuvre dans le domaine quantique. Arnaud, une dernière question. On a parlé de 2032, on a parlé de plusieurs échéances. Si on reste peut-être dans un espace-temps plus contraint, 2026-2028, qu'est-ce qui nous attend ? Il va se passer encore plein de choses. Déjà, effectivement, du côté de l'ordinateur quantique, on va jeter un œil sur l'évolution de la menace. Par ailleurs aussi, côté protection, on va regarder les nouveaux algorithmes qui vont être normés. Il y en a d'autres en préparation, je le disais. 2027 sera une année particulièrement charnière puisque c'est l'année pendant laquelle la cryptographie post-quantique va devenir l'état de l'art. Je rappelle que l'ANSSI n'acceptera plus des demandes sur des solutions de demande de visa pour des solutions qui embarquent de la cryptographie non quantique. Et puis, il y a un dernier défi à relever, c'est celui de l'authentification, puisque pour l'instant, on a des schémas assez clairs et partagés pour l'échange de clés. Mais il reste aussi les attaques portant sur l'authentification qui arriveront, elles, quand l'ordinateur quantique sera opérationnel. Et là, il y a encore pas mal de travail pour définir des schémas qui seront standardisés. C'est notamment l'un des sujets du programme Rescue dans le cadre du plan 2030. Donc c'est un sujet sur lequel on planche avec Thales et d'autres pour trouver le bon chemin pour protéger les mécanismes d'authentification. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Deux nouveaux invités vont nous rejoindre pour parler sécurité nationale et notamment lutte contre le trafic de stupéfiants ou encore lutte contre le terrorisme. Jean-Michel Fauvergue et Frédéric Loz nous rejoignent en plateau. Merci à tous les deux. Merci. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Fauvergue, Frédéric Loz, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission. Avec vous, on parle évidemment sécurité nationale, agir contre la délinquance, le terrorisme, mais aussi le narcotrafic qui fait évidemment l'actualité. Face à l'effondrement de l'autorité, quelles sont les actions que vous proposez, Jean-Michel Fauvergue ? Alors vous avez raison, Mélanie, de dire qu'il y a un effondrement de l'autorité. Il est visible dans une société de plus en plus violente. Les actions, c'est d'agir sur tous les prismes de cette insécurité. L'antiterrorisme, évidemment, bien sûr. Et surtout, au-delà de l'antiterrorisme, le terreau du terrorisme, c'est-à-dire l'islam radical, etc. La deuxième chose, c'est les narcotrafiquants qui sont devenus c'est même plus une préoccupation. Ça déstructure notre société en profondeur, donc on y reviendra sans doute. Mais il y a d'autres trafics aussi qui montent. On parle beaucoup en ce moment du protoxyde d'azote. Ouais. On parle un peu moins du trafic des tabacs, mais il y a des vraies mafias qui sont derrière. Donc tous ces trafics-là, il faut les combattre. Et puis il faut surtout s'attaquer à un problème qui est important dans notre pays, c'est le problème qu'il y a un manque de justice flagrant. Frédéric Loz, face évidemment à cet effondrement de l'autorité, qu'est-ce que vous appelez de vos vœux aujourd'hui ? On entend parler des projets de loi, notamment Riposte, où le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a rappelé ce choc de l'autorité qu'il souhaite. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que ça répond à vos attentes, à vos besoins sur le terrain? On parle évidemment de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie nationale. Oui, le projet de loi va dans le bon sens, mais ce n'est pas une réponse globale à l'effondrement de l'autorité qui date depuis une quarantaine d'années. Il y a des causes, et d'ailleurs, il y a des solutions qui ne relèvent pas que de la police ou de la justice. Ça relève en particulier de l'éducation, de l'instruction, tous les cadres éducatifs, moraux, la disparition du service national. Et puis après, il y a des choses très concrètes. Ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, les policiers et les gendarmes, se font très fréquemment agresser physiquement. Ça veut dire qu'il y a une transgression forte. Et il n'y a pas de peine plancher, il n'y a pas de peine de prison ferme lorsqu'un policier est agressé physiquement. Donc comment voulez-vous sécuriser les autres quand vous êtes vous-même insécurisé ? Ça, c'était déjà
impossible avant. Après, vous avez, outre les personnes dépositaires de l'autorité publique, vous avez ceux qui sont investis d'une mission de service public. Les gardiens d'immeubles, les pompiers qui de plus en plus sont victimes d'agressions et donc ça fait partie de cet effondrement de l'autorité. Je suis d'accord avec Jean-Michel. La réponse pénale n'est pas à la hauteur. Il faut que des peines avec sursis soient des peines avec sursis, avec une épée de Damoclès sur la tête. Quand ce soit des peines fermes, qu'elles ne soient pas systématiquement aménagées. Et puis, je pense qu'en dehors de la réponse pénale, il faut faire payer les délinquants comme les automobilistes payent. Jean-Michel. Sur la sanction pénale, il y a aussi un problème d'exécution des peines. Une fois qu'elles sont prononcées, bien qu'elles soient en inadéquation avec les faits en général, il y a quand même quelques peines qui sont prononcées, mais elles sont complètement détricotées par notre système. Et notre système, c'est quoi? C'est un juge d'application des peines qui a toute latitude pour détricoter les sanctions qui ont été émises par les magistrats du siège. Et d'ailleurs, les magistrats du siège sont vent debout contre ce système-là. Et puis, un système de probation, c'est-à-dire comment encadrer les délinquants une fois que la peine est terminée. Eh bien, sur le juge d'application des peines, je pense qu'une des solutions, c'est la disparition de ce juge d'application des peines. Il en existe très peu, dans très peu de pays. Il y a des pays qui se passent de ça et la probation est prise en compte par des associations. Il faut arriver à des systèmes qui sont beaucoup plus en cohérence avec la criminalité de notre époque. Sur le narcotrafic, Jean-Michel Fauvergue, vous dites que nous n'avons même pas commencé à nous battre. Je vous rappelle que dans ma carrière de policier, dans les années 80, j'étais dans une équipe STUP, enfin j'étais à la tête de l'équipe STUP du service départemental de la police judiciaire du 93, de la Seine-Saint-Denis. Ça bougeait beaucoup déjà à l'époque, mais c'est rien à côté de ce qu'on assiste aujourd'hui. Le narcotrafiquant, vous en avez partout. Alors vous en avez en interne avec plein de réseaux qui se mettent dans les endroits les plus reculés de notre territoire. Et puis vous avez des grosses... alors c'est pas une grosse mafia mondiale, mais ce sont des mafias et des narcotrafics qui travaillent entre eux et qui travaillent sur la livraison, sur le blanchiment de l'argent. Parce que la problématique du trafic, c'est tout cet argent sale qui pourrit nos sociétés. Alors, effectivement, quand je dis on n'a pas commencé le combat, en réalité, je dis, précisément dans mon livre, nous n'avons pas de stratégie politique et nous n'en avons jamais eu. Il y a des stratégies de service. La police a des stratégies avec l'OFAST et d'autres services. Les gendarmes, les douaniers ont des stratégies qui sont cohérentes, mais nous n'avons pas de stratégie politique. Frédéric Loos, qu'est-ce qu'on n'a pas encore testé ? Déjà, je suis d'accord au préalable, on n'a pas de stratégie. On a une politique de communication, la paresse intellectuelle, toujours plus de moyens, toujours plus, mais s'ils ne sont pas pilotés, ça ne sert à rien. Et puis, on réagit à l'événement. Au niveau de la défense nationale, vous avez une stratégie qui est définie. Il y a un livre blanc qui est discuté avec des militaires, des diplomates, des chercheurs, et il est suivi peu ou prou en fonction des réalités. Chez nous, il n'y a pas de démarche d'esprit stratégique au niveau police, et tout est éclaté, archipélisé. Sur le narcotrafic, il est urgent d'agir davantage au niveau international, au niveau national, si on le fait, et au niveau local. On a fait un choix d'avoir une maison, la France, qui dorénavant n'a plus de portes, de fenêtres et de toits. C'est un choix de l'ultralibéralisme. Je ne vais pas le commenter ici, mais je suis très réservé. Donc il va être très difficile de défendre un système dans lequel les frontières sont poreuses ou ont été confiées à des pays ou à une Union européenne qui fonctionne très mal en la matière. Mais vous avez des propositions, quelques-unes, à partager. Bien sûr. Bon, la France, pour l'instant, tient bon sur le refus de la dépénalisation du cannabis. C'est pas idéologique, parce que c'est un vrai débat, puisque en Hollande, aux États-Unis, dans certains États, en Allemagne, en Espagne, ils ont peu ou prou lâché. Bon, les résultats sont pas bons en termes de santé publique, ça n'a pas empêché la criminalité organisée de se développer. Bon, nous, on tient bon. Bon, déjà, il va falloir travailler sur les consommateurs, peut-être aller plus loin sur les amendes forfaitaires délictuelles, faire de vraies campagnes, non pas simplement pour dire c'est interdit, en particulier pour les adolescents, ça sert à rien, c'est un chiffon rouge, mais pour dire regardez les dégâts sur votre santé. Sur la répression, mais il faut être extrêmement dur et féroce. C'est un narco-banditisme qui se met derrière les rues des cités, qui a détourné et dévoyé la finalité sociale des HLM, qui se planque derrière les murs des cités avec une organisation
communautaire, voire communautarisé. Hein, c'est ce nouveau grand banditisme extrêmement violent. Quand vous avez des points de deal à 60 000 euros, 50 000 euros, voire 80 000 euros par jour, vous imaginez la convoitise. Donc il y a un chiffre d'affaires global qui est énorme. On dit que le narcotrafic emploie grosso modo 240 000 personnes. C'est la taille d'une entreprise du CAC 40 avec un chiffre d'affaires exponentiel. Alors il y a des mesures de partout à faire. Ça va du consommateur, de campagne de sensibilisation sur la drogue, durcir évidemment les peines de prison. Ce qui a été fait sur les avoirs criminels est très bien. La loi narcotrafic, notamment, qui a inversé la charge de la preuve, la loi narcotrafic de l'année passée est une très bonne loi. Mais par contre, c'est une très bonne loi, mais on n'a pas accès aux messageries cryptées. Alors, parce que le Conseil constitutionnel s'y oppose, parce que les GAFAM s'y opposent, mais c'est un choix. Si on est dans la vassalité technologique, la pédocriminalité, le terrorisme et le narcotrafic passent par ces messages cryptés. Deuxièmement, il faut simplifier la procédure pénale. La procédure pénale, elle est devenue folle, c'est un repoussoir. Il y a trop de nudité. Et puis, il faut, sur le patrimoine, la saisie des avoirs criminels, il faut modifier notre droit, il faut être beaucoup plus offensif. Il faut regarder ce qu'ont fait les Italiens, parce qu'il faut s'en prendre à l'argent. Et puis, entre la corruption, l'argent et la violence, c'est l'État ou les trafiquants un jour. Il y en a un des deux qui va devoir émerger. Et il va falloir choisir. Jean-Michel Fauvergue. La saisie des avoirs criminels, c'est sûr que ça marche bien. Mais ça marchait tellement bien que le Conseil d'État vient de le casser. Le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est en train de casser tout le système. Donc on a un vrai gros problème dans notre pays, et moi je le dis, là je prends une casquette d'ancien député, on a un vrai gros problème sur une partie des contre-pouvoirs qui ne devaient servir que de contre-pouvoirs. Je parle du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. On a cinq cours supérieures. On a toutes ces barrières invisibles sont en train de détruire notre démocratie. Sur la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait ? On a beaucoup évolué sur la lutte contre le terrorisme, mais il faut maintenant évoluer sur la lutte avant le terrorisme, c'est-à-dire sur le terreau du terrorisme, et en particulier sur l'islam politique, tout ce qui nous amène au terrorisme. Il faut comment traiter les frères musulmans, comment traiter les salafistes, les wahhabistes, tous ces mouvements-là qui sont à l'origine de ces on a les mouvements moyens d'agir là-dessus ? Bien sûr qu'on a les moyens. On a les moyens, mais ce n'est pas des moyens financiers qu'il faut avoir. C'est des moyens, véritablement, il faut se réarmer intellectuellement face à ça. Et il faut être persuadé qu'en face de nous, on a des gens qui veulent détruire notre société. Frédéric Loos, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Vous êtes d'accord avec ce qu'évoquait Jean-Michel ? Vous avez d'autres pistes ? Je compléterai donc, et j'ajouterai, il faut défendre la laïcité. Il faut donner des cours de philosophie dès le CM2 pour introduire le doute auprès de jeunes, apprendre à réfléchir, parce que la pensée dogmatique et le séparatisme, ça commence dans les écoles. Le socle éducatif moi, que je vous suis évoquez. favorable à un service national universel également, parce qu'il faut un narratif patriotique pour pas que les gens aient envie de se tourner vers la Oumma Islamia ou vers un prédicateur dangereux, etc. Il faut dangereux islamiste. Il faut un narratif patriotique. Ce narratif patriotique adapté à 2026, il n'existe plus. On ne parle plus de la France. Vous avez tous les deux un ouvrage dans lequel on peut retrouver les différentes propositions au travers évidemment de chacun de vos parcours. Frédéric Loos, insécurité, stop à la descente aux enfers. Je pense que nos invités, nos auditeurs peuvent le voir et donc on peut y retrouver ce que vous venez d'évoquer, mais beaucoup plus détaillé. On vous invite à le lire. Et Jean-Michel Fauvergue, vous appelez à oser le courage. Ni capitulation, ni résignation. On voit également l'ouvrage dans lequel vous revenez évidemment sur votre parcours, mais aussi les propositions que vous faites pour retrouver une sécurité sur notre territoire national. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de vous accueillir. On poursuit notre émission au travers d'un nouveau risque qui s'amplifie, la manipulation de l'information. Mélodie Naller est avec nous pour en parler. Mélodie Naller, merci beaucoup d'être avec nous, d'être notre invitée. On parle manipulation de l'information. Peut-être avant de commencer, faire un premier point sur l'état de la menace aujourd'hui telle qu'elle se présente, que ce soit évidemment en France ou à l'international. Effectivement, dans un monde de brutalisation des relations internationales et face à l'affirmation des régimes autoritaires, les manipulations de l'information sont une
vraie arme de guerre pour nos compétiteurs. La France est le deuxième pays le plus ciblé après l'Ukraine par les manipulations de l'information. C'est un rapport du Service européen de l'action extérieure du mois dernier qui le dit, avec des manipulations de l'information qui sont presque aussi élevées qu'en Ukraine. Et donc ça a pour conséquence pour nos sociétés françaises et européennes de fragiliser notre cohésion nationale en accentuant les polarisations entre les citoyens, de fragiliser nos démocraties, de nuire à notre image et à nos intérêts partout dans le monde. Et donc, les intérêts de nos compétiteurs sont clairs, affaiblir, diviser et décrédibiliser nos sociétés. Est-ce que pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent, comment ça se matérialise, cette manipulation de l'information ? Ça se manifeste de plusieurs façons. Donc, c'est influencer les appels d'offres en cours, nuire à la réputation des produits, nuire à la réputation aussi de ces entreprises. Et ça peut avoir des impacts et des conséquences considérables pour elles. Donc, le fait de ne pas gagner un appel d'offres, d'avoir un produit décrédibilisé sur la scène internationale. On a eu des attaques contre le Rafale, notamment, beaucoup, et nuire sur le plus long terme à la position de la France dans le marché de défense international. Comment ne pas parler de 2027, avec une échéance très importante pour nous, Français. Je fais référence évidemment à l'élection présidentielle. Et on le sait, dans ce cadre-là, des manipulations vont s'intensifier. Quel est l'état du risque aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Et puis surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se mobilise ? Effectivement, on l'a constaté chez tous nos grands voisins européens qui ont eu des élections récemment. Les manipulations de l'information augmentent grandement en période électorale. Mais la France s'y prépare. Ça passe par la connaissance de nos compétiteurs et de leur mode opératoire, l'anticipation des attaques et la préparation de munitions dans tous les champs d'action de l'État, qu'ils soient informationnels, judiciaires. Mais il faut aussi relativiser et contrer le narratif qui dirait que, en fait, nos démocraties ne sont pas résilientes. Les manipulations de l'information ne parviennent pas toujours à leur fin. Et heureusement, on l'a vu récemment en Moldavie, en Roumanie et encore plus récemment en Hongrie avec un succès net pour le candidat progressiste. Donc, nos sociétés sont résilientes et il faut accompagner cette résilience. Il y a des actions très claires, marquées. Alors évidemment, les médias jouent le jeu, le ministère des Armées aussi, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous représentez agit concrètement sur le terrain. C'est assez nouveau finalement dans la méthode. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, tout à fait. Le ministère des Affaires étrangères a décidé de passer à une méthode beaucoup plus offensive pour lutter contre les manipulations de l'information. Et donc, ça passe par 4 objets majeurs que sont la riposte, pour aller contrer les attaques de nos compétiteurs, à la fois attaques contre la France, mais aussi contre l'Union européenne, et pour signaler nos lignes rouges dans le champ informationnel. On ne peut pas laisser tout dire contre nous. Et le compte de riposte du MEAE French Response, qui a été lancé il y a 6 mois sur X, en est l'exemple même. Donc en 6 mois, on a déjà plus de 200 000 abonnés et des taux d'impression records, parce que c'est une nouvelle façon de communiquer. On entre aussi dans une logique de communication stratégique pour occuper l'espace informationnel, pour promouvoir de façon proactive nos positions et nos valeurs, et aussi pour créer des effets dans le champ des perceptions. Tout ça s'accompagne bien sûr d'un travail parallèle plutôt de diplomatie classique sur la régulation des plateformes, en valorisant l'application du Digital Services Act, parce que ce qui est interdit dans la vraie vie doit aussi être interdit en ligne. Et ça s'accompagne également d'un travail de soutien à l'écosystème médiatique traditionnel et à la société civile, qui font un travail aussi formidable. Et un travail collectif et qui porte ses fruits. Nous avons donc les moyens d'agir, et ça c'est aussi très important, positif et évidemment majeur à mettre en lumière. Mélodine Amler, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Face aux menaces cyber notamment et à la fraude, comment peut-on lutter ? Là aussi, bonne nouvelle, nous avons des moyens d'agir et notre prochain invité, Pierre Chassigneux, nous décrypte tout cela.
Pierre Chassigneux, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Au travers de BeConnect, on va y revenir parce que l'actualité en matière de risques, notamment cyber ou de fraude, est aujourd'hui en explosion avec un certain nombre de chiffres. La France enregistre désormais près de 24 fuites de données par jour. C'est absolument colossal, une hausse de 45% annoncée par les autorités. C'est un fléau qui porte notamment sur des campagnes de phishing qui sont généralisées, mais aussi des vols d'identifiants. Expliquez-nous. Oui, effectivement, une grande partie, alors ce n'est pas la majorité, je pense, mais une partie non négligeable des vols de données personnelles sont liés au phishing. Et le phishing, c'est quoi? C'est voler un login et un mot de passe. Et grâce à ce login et à ce mot de passe, on va pouvoir accéder à des comptes clients. Quand on accède à des comptes clients, on peut voler les données personnelles de ces comptes clients. Et les fraudeurs, ensuite, vont mettre à disposition d'autres fraudeurs sur le darknet des centaines de milliers, voire des millions de données personnelles qui ont été dérobées comme ça par phishing. Donc le sujet du phishing, il est majeur. Et pourquoi il est relativement facile à mettre en œuvre? Parce que les données d'authentification sont statiques. Son login, en général, c'est son adresse mail. Donc souvent, ce n'est même pas une donnée, je dirais, confidentielle. Et le mot de passe, même s'il est très compliqué, il est rejouable, puisqu'il suffit de le capturer pour ensuite le rejouer. Donc le fait que le mécanisme d'authentification soit un mécanisme d'authentification statique crée de facto une vulnérabilité intrinsèque aux solutions de login mot de passe. Alors évidemment, dans notre quotidien de Français ou de citoyens du monde, cette multitude aujourd'hui d'identifiants et de mots de passe nous complexifie la vie, ce qui fait que beaucoup mettent souvent les mêmes un peu partout. Et c'est là, finalement, que vous arrivez avec une bonne nouvelle. On en a aussi besoin. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. La solution des mots de passe, encore une fois, c'est une solution qu'il faut absolument ne pas utiliser. Et donc, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle l'authentification forte, c'est-à-dire l'authentification non rejouable, ce que les anglo-saxons appellent le multifactor authentication. Et ça sous-tend des mécanismes d'authentification, des mécanismes cryptographiques. C'est ce qu'on appelle une authentification dynamique. Il y a un challenge, par exemple, je suis connecté sur un serveur, le serveur va m'envoyer un challenge, je vais chiffrer ce challenge avec un secret, et le serveur va récupérer ce challenge chiffré, va pouvoir vérifier, effectivement, que je détiens bien le bon secret. Donc cette dimension dynamique fait que si quelqu'un capte une information dans l'échange, il ne pourra strictement rien à faire parce qu'il ne peut pas, je dirais, présumer du challenge futur qui sera transmis. Et alors, dans ce nouveau modèle, qui est finalement celui que vous développez, que vous portez dans BeConnect, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe en fait? BeConnect, c'est un peu différent parce qu'en fait, l'origine de BeConnect, c'est la sécurisation des paiements par carte sur Internet. Vous savez que depuis la directive sur les services de paiement qui remonte à 2015, les banques ont déployé une énorme infrastructure d'authentification qui, pour votre information, aujourd'hui génère 2 milliards d'authentifications par an. Et ça veut dire quoi? Très concrètement, on a tous dans notre application mobile une application d'authentification bancaire. Et quand vous faites un achat sur Internet, elle se réveille, vous récupérez une notification et vous cliquez sur cette notification, vous ouvrez votre application d'authentification bancaire et vous validez votre paiement au travers soit d'un Face ID, soit d'un Touch ID. Donc on est parti de cette idée-là en disant, mais finalement, tous les gens, depuis maintenant 7 ou 8 ans, sont équipés, il y a 50 millions de personnes en France qui sont équipées de cette application d'authentification. Réutilisons cette application d'authentification, non pas pour sécuriser le check-out, c'est-à-dire les paiements, mais pour sécuriser l'entrée en relation, le check-in. Mais comme on n'est pas assujetti, alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais on n'est pas assujetti à la directive sur les services de paiement, puisqu'on n'est pas dans le paiement, eh bien on a rajouté une couche d'intelligence artificielle très performante qui fait que dans 80% des cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton BeConnect sur le site, sur n'importe quel site du secteur e-commerce par exemple, pour accéder à votre compte client sans avoir fait autre chose que cliquer. Alors ça paraît de la magie, derrière ça il y a beaucoup de complexité mathématique notamment, et grâce à cet algorithme assez complexe, on a un niveau de sécurité élevé sur le fait que vous êtes bien celle que vous prétendez être, et grâce à cet algorithme, on vous donne accès immédiatement sans autre chose que de cliquer sur ce bouton BeConnect, et quand on a un doute, par exemple, vous utilisez un device qui n'est plus le même, ou vous êtes aux États-Unis, votre adresse IP n'est pas celle que vous utilisez, alors là, il y a un petit doute, et là, on vous met en relation directement, automatiquement, à votre application d'authentification bancaire. Donc là, vous allez faire un Face ID ou un Touch ID. Mais de manière totalement transparente. Vous n'allez même pas avoir de notification push, etc.
Donc c'est à la fois pour répondre aux enjeux que nous évoquions précédemment, mais c'est aussi finalement une fluidité, un confort dans l'utilisation. La sécurité, si elle n'est pas hyper fluide, elle n'est jamais utilisée. Voilà. Donc pour nous, l'enjeu, c'était de développer une solution qui soit hyper fluide et sécurisée. Vous avez parlé de cette appli bancaire par lesquelles ça passe. Votre projet, il est soutenu par les différentes banques françaises, c'est ça ? Nos actionnaires, la société Biconex, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC, Société Générale. Voilà, donc notre force, c'est ça. C'est-à-dire qu'on intègre, je dirais, de facto cette communauté bancaire. Alors, pas la totalité, mais ces 5 banques concentrent 42 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 42 millions de personnes en France qui ont Biconex dans la poche sans le savoir. Puisqu'en fait, il n'y a aucune app à télécharger. En fait, c'est la stratégie du coucou. On vient utiliser finalement des assets que les banques ont déjà déployés. Donc voilà, donc nous, notre force, c'est que la création d'un compte Biconnect, je vous invite à le faire, allez sur le site biconnect.net et créez votre compte Biconnect, vous verrez, ça prend en moins d'1 minute. Vous n'avez pas d'app à télécharger. Et ensuite, vous allez pouvoir, sur n'importe quel site de e-commerce, créer en un clic votre compte client si vous n'en avez pas. Si j'ai déjà un compte, je vais l'appairer avec Biconnect. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon compte, je vais conserver effectivement mes points de fidélité, etc. Et puis ensuite, quand je vais vouloir me reconnecter sur mon compte client, sur le site X ou Y, là encore une fois, en un seul clic, dans 80% des cas, j'accéderai. Voilà. Donc et on a aussi une particularité, c'est qu'on est les seuls à faire le lien entre le check-in et le check-out. Je m'explique. Il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a des abandons de panier au moment de l'authentification 3D Secure. À peu près entre 10 et 15% d'abandon de panier, donc c'est un vrai sujet pour les e-commerçants. Donc on est sur une offre indépendante de souveraineté, je dirais, numérique, mais en plus de ces social logins, on apporte une véritable protection des données personnelles, c'est-à-dire que nos connexions ne seront jamais monétisées, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les GAFAM, et puis on est en capacité, comme je viens de le dire, de faire le lien entre le check-in et le check-out, et ça, on est aujourd'hui les seuls sur le marché à pouvoir faire ce lien. Vous avez parlé de l'abandon de panier, qui est un sujet pour les e-commerçants. Il y a aussi un autre sujet, la lutte contre la fraude, qui pour eux est dramatique. Avec Biconnect, il n'y a pas de mot de passe, donc il n'y a pas de risque de phishing. Et puis, en termes de business, c'est l'augmentation du taux de conversion, c'est-à-dire plus d'abandon de panier. Il faut que vous sachiez qu'il y a à peu près 20% d'abandon de panier pour mot de passe oublié. Et il y a aussi à peu près 60% d'abandon de panier lorsqu'il s'agit de créer un nouveau compte. Merci beaucoup, Pierre Chassigneux, d'avoir partagé cette innovation Biconnect. Et on va suivre son évolution. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé du Moyen-Orient. Il y a également un autre pays qui subit les affres de la terreur, et cela depuis plusieurs années. Je parle évidemment de l'Afghanistan. Notre prochain invité pour en parler, Mohamed Bida, est avec nous. Mohamed Bida, merci beaucoup d'être notre invité, d'être venu dans notre émission. Nous revenons en 2021. Vous êtes alors attaché de sécurité intérieure à Kaboul. Et là, évidemment, le 15 août, c'est là où tout bascule. 13 jours, 13 nuits d'enfer. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ce 15 août 2021, effectivement, on a vu la chute de Kaboul et la reprise en main du pays par les talibans. Mais ce qu'on n'avait pas envisagé, c'est qu'il y ait un délitement de l'État, et puis un délitement de l'armée et des forces de sécurité en général, puisque la plupart ont préféré prendre la fuite ou passer armes et bagages dans le camp des talibans. Ce qui fait que le 15 août, les talibans étaient aux portes de Kaboul, eux-mêmes étaient surpris d'être là. On voyait bien à travers leur regard. Ils sont rentrés dans Kaboul le fusil à la bretelle, sans combattre. Il y a eu quelques escarmouches entre quelques forces de sécurité, des services de renseignement, des services secrets, mais ça n'est pas allé plus loin. Et ça a provoqué une panique générale dans la population qui a été prise d'une hystérie collective. Et les gens se sont précipités sur les routes, dans les rues, pour rejoindre l'aéroport et fuir le pays. Alors, en ce qui concerne la communauté internationale, la plupart des ambassades, le 15 août, étaient fermées. Certains avaient fermé les portes en abandonnant leurs propres employés, en abandonnant leurs ressortissants qui étaient en ville. Seule la France avait anticipé, puisque dès le mois de novembre 2020, l'ambassadeur Marcinon avait fait valider le principe qu'on allait évacuer l'ambassade de France et qu'on allait évacuer tous nos ressortissants français, ainsi que nos employés afghans, à partir du printemps 2021. Ce qui a été fait, puisque entre le printemps 2021 et le début de l'été, on avait évacué 900 personnes, donc nos employés et leurs familles. Et nous, Français, nous n'étions plus que 20 le 15 août à midi,
donc 3 diplomates, 2-3 militaires et des policiers. On était évacuables par un avion militaire français qui allait venir nous chercher depuis un pays du Golfe. Donc la planification avait été menée à son terme et les choses s'étaient bien déroulées comme on l'avait prévu, finalement. Sauf que les ressortissants français étaient coincés en ville, n'arrivaient pas à rejoindre l'ambassade de France. Et on avait le choix de partir et de les abandonner à leur sort, ou de rester et de nous retrouver piégés dans l'ambassade de France, séquestrés, comme l'avaient été des Américains en 79 à Téhéran notamment. Et le choix s'est imposé à nous. De toute façon, on n'avait pas on ne pouvait pas abandonner nos propres compatriotes. Et là, vous devez prendre une décision. Donc, devant l'ambassade de France, très rapidement, la population de Kaboul se rue sur cette zone verte qui était pour elle une porte de sortie, mais la seule ambassade encore ouverte était celle de la France. Donc, ils sont venus s'agglutiner sur le portail de l'ambassade de France, demandant la protection de notre ambassade. Et ce qu'on a fait, puisqu'on a ouvert les portes, à la demande de l'ambassadeur, qui avait été informé des événements, mais en même temps, on n'aurait pas pu faire autrement. On ne pouvait pas décemment et humainement accepter de voir des gens mourir devant le portail de l'ambassade de France, parce que les talibans devenaient de plus en plus violents. Et un événement a été déclencheur, c'est des tirs de rafales automatiques, des explosions devant l'ambassade de France. Mais rapidement, on avait compris que c'était plutôt les civils qui étaient visés. Et à travers nos écrans de vidéoprotection, on voyait bien les visages de ces femmes, de ces enfants, parfois avec des nourrissons dans les bras, qui étaient écrasés sur ce portail et qui allaient mourir si on n'ouvrait pas ces portes. Donc on a ouvert les portes, mais à partir de cet instant, on a compris que notre sort était intimement lié à leur sort, puisqu'il fallait qu'on les emmène avec nous. Est-ce que vous aviez été préparé à faire face à une telle situation ? Personne n'est préparé à ce genre de situation. On a beau échafauder des plans, s'entraîner à des situations de crise. En réalité, c'était un événement qui était inédit. Alors, on a pour nous l'expérience du terrain, on a notre instinct, on a toute cette expertise accumulée durant des années de carrière, qui fait qu'on a, dans notre sac à dos, c'est ce que j'utilise souvent cette expression, on a des instruments qu'on utilise, et puis parfois des choses qui se rappellent à nous, des réflexes, pavloviens, c'est le mot, je crois qu'il est assez approprié, et qui nous permettent d'apporter des réponses à certaines situations. Mais une réponse à cette situation-là nécessitait qu'on envisage les choses de façon plus globale, et qu'on envisage surtout l'impensable, c'est-à-dire aller discuter avec les talibans et négocier une sortie en toute sécurité vers l'aéroport. Et ensuite, il se passe quoi avec les talibans pour que vous puissiez, avec ces milliers de personnes, sortir ? La négociation va durer 48 heures, en réalité. D'abord avec un premier responsable taliban, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'arrivée des talibans le 15 août, il n'y a pas d'état-major. Il n'y a pas de haut responsable. Parce que le fondamentalisme qui les anime les empêche d'avoir une approche géopolitique. Ils ont une approche totalement religieuse et parfois doctrinale, et surtout qui est liée à la tradition et au culte ancestral du Pashtunwali. Comment vous parvenez alors à les faire basculer et qui vous permet de quitter le territoire et de sauver ces vies ? Qu'est-ce qui fait basculer les choses ? Ce qui fait basculer les choses, c'est qu'en fait, je n'ai pas qu'un seul interlocuteur. En réalité, chacun joue sa carte personnelle. Vous allez jouer là-dessus, y compris ce jeune taliban qui se rend très disponible à notre égard, qui nous rend des services. Il va même nous récupérer des Français en ville, qui l'amènent à l'ambassade. Mais on voit bien qu'il va nous demander une contrepartie. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il nous demande de partir avec nous comme il l'a fait à la fin, mais je sais qu'il va y avoir une contrepartie. J'envisage donc cette contrepartie sans vraiment me rendre compte qu'on va se retrouver à un moment donné devant une difficulté. Et les autres talibans que je rencontre sont des fondamentalistes qui exigent qu'on fasse sortir les femmes, parce que là, c'est une obsession chez eux qui est incompréhensible, mais elle était là. Et le quatrième interlocuteur qui va être celui qui sera le personnage décisif. Là, je vois qu'on a affaire à un haut responsable, c'est un chef taliban d'une 60aine d'années, qui maîtrise parfaitement l'anglais, qui est médecin de formation, il me l'a dit lui-même, j'ai été formé en Grande-Bretagne, et là, j'ai affaire à quelqu'un qui est ouvert à la discussion, qui comprend notre problématique, et on est sur une discussion sur l'échelle de nos propres valeurs, les leurs,
et les nôtres, parce que les Afghans, les talibans sont très à cheval sur ce code ancestral du Pashtunwali, qui est le code d'hospitalité et de l'honneur. Et on est sur un terrain on n'est plus sur un terrain géopolitique ni militaire, on est sur un terrain d'échange sur la tradition et les valeurs de chacun. Et on tombe d'accord, et c'est là que je comprends que la partie est gagnée, parce que je sais que c'est cet homme qui va nous permettre de sortir du guêpier dans lequel on est. Mais en même temps, il y a toujours cette incertitude, parce que effectivement, le temps passe, mais on n'a toujours pas le feu vert qu'on attend des talibans. Et sans avoir le feu vert des talibans, on décide quand même de partir, après moult péripéties, évidemment. Mais la difficulté principale a été effectivement de pouvoir entamer ce dialogue et de tenir la position qui était la nôtre, de ne pas accepter les exigences des talibans, notamment vis-à-vis des femmes. Vous avez choisi, Mohamed Vida, de retracer l'ensemble de cette expérience, de ce que vous avez vécu dans cet ouvrage que vous avez porté d'ailleurs avec vous. 13 jours, 13 nuits, on peut peut-être d'ailleurs le montrer à nos auditeurs, à nos spectateurs. Pourquoi c'était important pour vous de raconter à la fois votre histoire, mais aussi la leur ? Au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur les événements d'Afghanistan. Je ne m'en sentais pas la capacité, d'ailleurs. J'avais prévu d'écrire à la retraite, puisque j'ai un long passé de policier, notamment dans le grand banditisme français, avec des histoires très, très succulentes. Et j'avais envisagé d'écrire un premier polar, donc je voulais m'essayer à cette écriture. Mais quand je me suis retrouvé devant une page blanche, évidemment, les événements de Kaboul étaient toujours présents. Et surtout, je me suis rendu compte que ces événements de Kaboul ont eu un très faible retentissement. À part ces images qu'on a vues à la télévision de gens accrochés à des avions, on ne connaît pas vraiment la problématique afghane et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et ce qui s'est joué à ce moment-là, à partir du 15 août, pendant ces 13 jours et ces 13 nuits, à la fois à l'ambassade et à l'aéroport. On ne s'est pas rendu compte de l'ampleur de la tragédie et de cette tragédie humanitaire surtout qui s'est déroulée sous nos yeux. Ce livre va trouver également une transposition au cinéma. Et donc là, c'est une formidable caisse de résonance aussi pour faire connaître cette histoire, cette réalité de l'Afghanistan que vous souhaitiez faire partager à travers ce livre. Qu'est-ce qui était important pour vous dans cette adaptation cinématographique ? Qu'on respecte l'esprit du livre, en réalité, parce que j'ai été contacté, et mon éditeur aussi, par plusieurs producteurs. Et c'est vrai que ce livre, c'est pas un livre d'action, c'est un livre de témoignages qui raconte des événements et qui parle beaucoup de résilience, d'humanité et d'engagement, de force d'engagement et sens du devoir des gens qui se sont investis dans ces événements. Et les seuls qui m'ont vraiment parlé de valeurs, les valeurs françaises, d'humanité, ce sont des producteurs comme Dimitri Rassam, Arnavan Safaé de chez Pathé, et Martin Bourboulon, le réalisateur, qui a lu très rapidement, il a eu le livre en main avant même qu'il soit en librairie au mois de septembre 2022. Et très rapidement, il s'est dit, il faut que je fasse ce film. Et c'est vers eux qu'on s'est dirigé parce que je savais qu'ils allaient respecter. Vous avez compris l'esprit. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont vu ce film et qui m'en ont parlé sortent de ce film très émus, parfois avec les larmes aux yeux, et fiers d'appartenir à ce pays, à ces valeurs qu'on a représentées dignement pendant ces événements. Vous vous êtes reconnu dans ce film ? J'ai reconnu la partie française, parce que la réalité, c'est que on est l'incarnation de la France sur place. On agit en nos âmes et consciences, certes, mais on représente un drapeau. Et rien que pour ça, je suis très satisfait que ce livre et ce film aient fait leur chemin. Une page d'actualité, évidemment, Mohamed Vida, on ne peut pas passer à côté. Entre ce que vous avez vécu, ce que vous retracez, cette effroyable crise humanitaire que vous avez relatée, comment percevez-vous aujourd'hui ce qui se passe, notamment en Ukraine, mais aussi en Iran ? Je crois que je suis comme beaucoup de personnes qui, depuis des années, voient des conflits se poursuivre les uns après les autres. En réalité, on a eu l'Irak, on a eu l'Afghanistan, et puis aujourd'hui, c'est l'Iran. Mais en même temps, moi, je me rappelle les paroles des Américains en 2017, quand ils décident d'entamer des négociations avec les talibans. C'était déjà Donald Trump. Et en dehors du coût que provoquait l'Afghanistan pour le budget américain, lui voulait se tourner vers d'autres projets. C'était déjà l'Iran. C'était déjà l'Iran et la Chine. Et je peux pas m'empêcher de dire qu'on est encore dans un conflit qui va s'enliser, malheureusement, qui va faire de nombreuses victimes.
et sans vision stratégique et sans vraiment et avec des dirigeants surtout qui ont des comportements totalement erratiques. Et sincèrement, moi je trouve ça assez inquiétant de voir ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance, parce que je vois bien que la plupart des dirigeants de cette planète, y compris les nôtres en France, se sentent totalement désarmés et impuissants à pouvoir infléchir des positions, même si le régime des Mollahs est un régime qu'il fallait absolument abattre pour redonner cette liberté aux Iraniens. Mais je me rends compte qu'après près d'un mois et demi de conflit, non seulement le régime tient toujours, mais le pire est à attendre pour la population iranienne. Parce qu'on n'est pas allé au-delà d'une démarche et d'une stratégie réelle qui était effectivement de rendre la liberté à un pays de 90 millions d'habitants. Le film 13 jours, 13 nuits, il est à nouveau dans les salles, absolument, au cinéma, Pathé, on peut le revoir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez évidemment le voir. Oui, il est sur les plateformes. Et il est sur les plateformes de vidéo à la demande. Pour celles et ceux qui voudraient le revoir, évidemment, on vous y invite. Mohamed Bida, merci d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de vous accueillir dans notre émission. À horizon 2040, les États devront donc penser simultanément les conflits de haute intensité, la sécurité intérieure, les crises climatiques, mais aussi les ruptures technologiques, et tout cela dans un monde à la fois instable, multipolaire et fortement concurrentiel. Nous l'avons vu dans cette émission, ce n'est pas une simple évolution, c'est une véritable bascule qui s'opère. La guerre change, s'étend et s'accélère. Elle n'est plus uniquement l'apanage des armées, mais bien de nous toutes et tous, que nous soyons au cœur des entreprises, des institutions, mais également en tant que citoyens. Nous devons donc être prêts, nous devons également tenir dans la durée, mais nous avons les moyens d'agir, et je crois que c'est ce que nos invités ont témoigné tout au long de cette émission. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions, qu'elle inspirera des réflexion, à tout le moins qu'elle vous permet de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, ce à quoi nous devons faire face et nous préparer, et surtout qu'elle vous donne envie d'agir et d'agir ensemble. C'est la fin de Security and Defense Shift. C'était un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un grand événement Eurosatory et le prochain épisode qui est déjà en tournage. Belle journée à toutes et à tous.